Hello à tous, c'est Maxime. On se retrouve comme chaque mercredi à 10h dans ce podcast qui a pour vocation à éclairer et faire gamberger les entrepreneurs qui l'écoutent. Pour me présenter, j'ai 21 ans, je suis entrepreneur et investisseur dans l'immobilier. Et au quotidien, j'accompagne aussi des entrepreneurs comme vous à investir dans l'immobilier. En effet, j'ai un accompagnement qui aide les entrepreneurs à investir dans leur premier investissement locatif de A à Z et il est garanti au succès de l'opération. Juste avant de vous laisser avec l'épisode du jour, je tenais à remercier Blanc et son cofondateur Simon qui m'accompagnent sur le podcast. Blanc, c'est un compte bancaire qui facilite la gestion financière des indépendants. D'ailleurs, Simon est intervenu lors du 11e épisode du podcast que je vous invite évidemment à écouter après cet épisode et que vous pourrez retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Vous êtes aujourd'hui des dizaines d'auditeurs à avoir testé Blanc et à en être pleinement satisfait, à avoir une application qui vous aide sur votre gestion financière au quotidien et je vous remercie d'ailleurs pour les retours que vous avez faits. Pour tous ceux qui ne sont pas encore inscrits, je vous invite à consulter le site de Blanc, www.blanc.app. Et dans cet épisode, je reçois Laurie qui est coach en développement personnel. Elle nous parle au travers du podcast de comment elle accompagne des entrepreneurs à atteindre leurs objectifs personnels et aussi professionnels. Aussi, Laurie nous parlera des retraites captivantes qu'elle organise en Amazonie en nous dévoilant tous les secrets de cette expérience unique. Je vous laisse avec cet épisode inspirant de spiritualité. On se retrouve à la fin. Bon visionnage. Et on se retrouve avec Laurie. Merci Laurie d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux te présenter simplement en quelques mots comme tu te présenterais à ta famille, à tes amis ? Avec plaisir, merci à toi. Alors, comment me présenter ? Simplement, pour que tout le monde comprenne. Alors, je suis entrepreneur dans le domaine de l'accompagnement. Ok. Et grâce à ma méthode, c'est une fusion entre la thérapie, le coaching et la spiritualité. J'accompagne les entrepreneurs à vivre leur ambition dans leur respect le plus total. Génial, parfait. Bah écoute, on va y revenir dans la deuxième partie du podcast pour comprendre comment tu fais, quelle méthode t'appliques avec les entrepreneurs et aussi comment toi aussi tu te fais accompagner, qu'est-ce que tu mets en place. Mais pour revenir un petit peu en arrière sur ton parcours, est-ce que tu peux nous dire qui était Laurie durant cette période collège, lycée ? C'est intéressant comme question. Alors, Laurie, pendant cette période, le collège-lycée, c'était en fait une étudiante qui se dépassait en fait pour être acceptée, acceptée surtout par la norme, par rapport à l'héritage qu'elle a reçu de ses parents, etc. Mais qui avait mis complètement de côté ce qui était vraiment pour elle important, ses passions. Elle faisait ce qu'il faut pour bien faire et surtout pour survivre. Ok, pourquoi survivre ? Survivre, c'est vraiment très important dans le sens où je viens d'une famille dysfonctionnelle. Donc, ça met des programmes dans le cerveau qui te disent il faut absolument que dans la vie, tu y arrives. Il faut absolument que tu vives quelque chose de confortable. Donc, qu'est-ce que va être ton métier plus tard pour pouvoir finalement choisir la sécurité, en l'occurrence, te faire embaucher à l'époque et avoir une vie, on va dire, sereine. Ok, donc tu étais un peu orienté à être salarié toute ta vie, tu étais un peu dans cette phase-là. À ce moment-là, tu choisis de faire quoi comme étude quand tu es dans cette période, pareil, lycée ? Complètement. Alors, je suis complètement formatée à être salariée, à travailler pour quelqu'un et je choisis de faire un métier qui, pour moi, n'a quasi aucune chance de chômage. Donc, Ok. je choisis d'être opticienne. Opticienne, en vrai, oui, c'est vrai. Il y a de plus en plus de personnes qui ont besoin de lunettes, etc. Et je pense que tu as raison en choisissant ça. Mais si on est en train de parler ensemble, tous les deux, dans un podcast sur l'entrepreneuriat, c'est que j'imagine que tu n'as pas suivi ces études-là. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? En fait, j'ai suivi ces études-là. J'ai travaillé dans l'optique pendant 15 ans. Ah oui, ok. Et j'ai ensuite, l'accompagnement est le fruit d'une reconversion. Ok, ça et marche. d'un alignement envers moi-même. Ok. Si on reste toujours dans cette période lycée, études supérieures, t'as quoi comme rapport avec l'argent ? Tu nous parlais que tu venais d'une famille un peu qui a été formatée pour être salarié, mais tu étais plutôt dans l'épanouissement financier ou au contraire dans la difficulté ?
C'était plutôt dans la difficulté, plutôt dans le manque. On s'en sortait, mais c'était vraiment quelque chose de très restreint où j'ai pas vécu la misère, mais il n'y avait pas non plus beaucoup de possibilités. Et j'ai rapidement su qu'il fallait que je fasse mon argent par moi-même pour finalement me faire kiffer, clairement. Donc j'ai travaillé très tôt, très jeune, pour pouvoir me payer ce que je voulais. Ok. Et quand tu rentres dans la vie active en tant qu'opticien, opticienne, pardon, tu découvres ce métier, un nouveau métier. Comment ça se passe les premières années? C'est quelque chose qui est passionnant pour toi? Alors moi, j'ai adoré les études. J'ai adoré apprendre. J'ai eu la chance d'avoir de bons professeurs. Ça me permettait de vraiment nourrir certaines valeurs, à savoir le fait que c'est un métier extrêmement polyvalent. Il y a différentes facettes et ça m'a stimulée. En revanche, quand je suis arrivée sur le terrain, une fois le diplôme en poche, etc., j'ai rapidement compris et déjanté que ça ne fitait pas à ma personnalité, que il fallait paraître énormément, que j'étais devenue finalement une vendeuse et qui avait aussi très peu d'éthique pour qui je travaillais. Et en fait, j'ai vite perdu le sens en fait de faire ce que je voulais. Et le fait d'attendre en boutique les clients, bah, ça a été aussi quelque chose de très compliqué pour moi qui avait une soif de vivre. Pour moi, ça matchait pas en fait. Ok. Et durant cette période-là, tu as toujours eu des passions pour le développement personnel ou c'est vraiment venu après, où tu as eu un déclic pour ça? Le développement personnel, je pense que c'est inné parce que j'ai toujours été la thérapeute de ma famille et j'ai toujours été l'amie à qui on se confie, l'amie qui juge pas, l'amie qui finalement est assez bienveillante et qui permet de trouver des solutions. Et en fait, quand tu as toujours été cette thérapeute, quand tu portes un petit peu le bonheur des autres, je pense que c'est naturel de prendre ce chemin de conseils, d'être percuté par les mots, par le bien-être et par le mindset. Ok. Donc après 15 ans à être opticienne, tu te dis, je vais lancer mon activité. Tu as un déclic qui te vient comme ça? Alors, c'est un petit peu plus complexe que ça. Ça vient pas, on va dire, de cette manière-là. Il a fallu que j'accepte finalement d'être légitime pour l'accompagnement, que j'accepte de me dire que je le jugeais pas moi-même. C'est quelque chose qui était très jugé par son entourage. On oublie aussi parfois que le poids de l'entourage peut être très lourd et ce qu'il a été pour moi. Et finalement, oui, après 15 ans, je décide enfin de me lancer dans ce métier qui est aujourd'hui le mien. Ok. Et du coup, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui comme activité? Qu'est-ce que tu as comme montée? Moi, aujourd'hui, bah, j'ai une structure où je suis seule. Je suis vraiment solopreneur et j'accompagne les entrepreneurs à vivre leur ambition dans leur respect le plus total. Ok. Et c'est quoi? C'est un programme? C'est un accompagnement? C'est un coaching de groupe? Sous quel format ça se dessine? Alors, c'est en accompagnement en individuel, Ok. vraiment le sur-mesure, personnalisé, c'est très important pour moi. Et il va se faire sous forme de programme, de mentoring, où on va se voir un certain temps, on va avoir plusieurs rendez-vous pour vraiment, au cas par cas, faire évoluer le profil de l'accompagné pour vraiment venir s'offrir les ambitions qu'il désire. Ok. Quand on vient te voir, c'est qu'on a un problème, c'est qu'on a des blocages, c'est qu'on a des difficultés, ou on peut aussi venir te voir quand il y a aucun souci et que tout va bien. Alors souvent, quand on vient me voir, effectivement, c'est qu'il y a un blocage, c'est qu'il y a une forme de crise ou il y a une forme de transition. C'est-à-dire qu'on se retrouve sur un palier, tout simplement. Soit on n'est pas forcément heureux malgré certains résultats, soit on s'est brûlé les ailes, soit on s'est brûlé la santé, soit au niveau relationnel, ça devient compliqué. En tout cas, il y a vraiment une transition qui s'opère, un changement, une quête de sens quand on choisit de venir me voir. Tu peux nous donner, sans évidemment citer la personne, etc., mais un cas concret d'une personne qui est venue te voir avec une problématique, savoir comment vous l'avez travaillé, surtout, et quel résultat elle a pu avoir cette personne-là. Alors, un cas concret, ouais, j'allais dire là, il y en a plein qui arrivent dans... Après, chez moi, c'est très, très subtil quand même, hein, dans l'accompagnement. Comme je te dis, il y a beaucoup de spiritualité, il y a beaucoup d'énergétique, il y a de la thérapie. Donc, on va vraiment plonger dans tout ce qui va être le parcours, l'histoire, les loyautés familiales et le transgénérationnel.
voir depuis quel schéma on opère pour ensuite venir s'offrir ce qu'on veut vraiment, en fait, nous-mêmes, en authenticité. Donc, concernant le cas, voilà, ce qui me vient en tête, c'est une personne qui travaille dans le cinéma, Ok. qui est déjà vraiment forte d'une magnifique expérience, mais qui n'est pas au poste qu'elle désire. Et qui vient me voir justement pour venir s'offrir l'être qu'elle doit être pour soutenir son ambition. Ok, et donc vous avez travaillé finalement sur la personne qu'elle était pour arriver à avoir ce poste-là. Exactement. Elle a changé plein de choses sur elle-même. Elle a obtenu ce poste ou pas? Ah oui, Elle a ouais. obtenu? Ok. Ça a duré combien de temps? C'est quoi la durée d'un coaching moyen? Alors en fait, en général, ça va être de 4 à 6 mois. 4 à 6 mois, ok, pour avoir des changements sur sa personne, etc. Ouais. J'imagine que ça dépend aussi de la personne, si elle fait des efforts sur ce changement, sur le travail qu'elle fait sur elle-même. Oui, bien sûr, mais c'est vrai qu'après, moi, personnellement, les gens que je peux accompagner, j'ai que des personnes très engagées. Ok. Dans leur process. Je travaille vraiment comme avec des athlètes de haut niveau. C'est des personnes qui se considèrent vraiment comme des athlètes et qui se traitent comme un athlète. Donc, c'est vrai qu'après, au niveau de l'engagement, c'est quelque chose qu'on sait maintenir. Ok. Comment tu trouves tes clients? Est-ce que tu t'es orienté sur les réseaux sociaux? Tu fais partie de groupes d'entrepreneurs? C'est quoi ta source et ta recherche de clients? Alors, mes clients, ils se trouvent sur les réseaux sociaux. Le bouche à oreille, beaucoup. C'est-à-dire que mes clients me conseillent des clients. Et effectivement, quand je vais aller en séminaire, ou que je vais me déplacer, ou quand je vais speaker, ou quand on me voit par exemple sur ce podcast, bah, ça va être du flux de cette matière-là. Ok, donc tu te fais connaître principalement aussi sur les réseaux sociaux. C'est un outil que tu maîtrises bien et que tu communiques bien. On a même vu ton chien, du coup, qui Ouais. avait un compte Instagram. Et ça, c'est génial quand même. C'est-à-dire que tu maîtrises pas mal ces atouts-là. Tu t'es formé sur cette partie-là ou pas? Sur les réseaux? Oui. Alors non, pas du tout. À la base, les réseaux sociaux, c'était vraiment un terrain de jeu pour venir conforter mon image, ma valeur, mon rapport à l'exposition, mon rapport à l'authenticité, etc. Donc non, je me suis pas forcément formée, mais après, il y a des choses assez intuitives. Et quand tu aimes partager ça se sent, je pense. Ouais, c'est clair. C'est un peu inné chez certaines personnes, je le Ouais. vois, qui arrivent hyper facilement à faire des stories, à faire des réels, etc. Il y a d'autres personnes chez qui il faut un peu plus travailler, etc. Et je pense que c'est mon cas où c'est pas inné chez moi les réseaux sociaux, où je maîtrise pas ça de manière hyper intuitive. Il y a beaucoup d'accompagnateurs, de formateurs sur les réseaux sociaux, etc. De plus en plus, depuis le Covid, on en voit beaucoup qui ont lancé cette activité-là. Comment tu gères cette partie-là, concurrence extrême, où j'imagine que des fois, tu as des prospects qui ont vu 2-3 personnes et qui te font confiance et vont signer avec toi, mais qu'est-ce qui fait la différence? Alors moi, je vis pas depuis là. Je vis pas depuis la concurrence, je vis pas depuis ce que les autres font, le nombre, etc. Ok. Finalement, ce qui est bizarre, c'est que le fait qu'il y ait aujourd'hui cette reconnaissance pour ce métier m'a plus aidé à le faire et à en vivre que l'inverse. Dans le sens où avant, c'était tellement marginal d'être coach en France, c'était tellement jugé que finalement se faire la place et revendiquer quelque chose, son utilité, quand personne n'en parle, finalement c'est quelque chose de plus difficile. Donc finalement, aujourd'hui, c'est assez normal de se prendre quelqu'un pour s'accompagner, pour prendre un coach. C'est assez normal. Je veux dire, n'importe quelle profession, une fois qu'on se considère assez important pour se faire accompagner, on l'est. Ok. Dans le sens où, voilà, si on a des challenges sportifs, on est accompagné. Si on a des challenges dans l'alimentation, on se fait accompagner, etc. Donc, pour moi, aujourd'hui, je trouve ça assez normal de se faire accompagner. Donc, depuis ma perception, c'est normal que je trouve ça normal. Donc, il n'y a pas de frein pour moi à ce niveau-là. Pourquoi je fais la différence? Peut-être parce que, justement, il n'y a pas cette vibration du manque. Il n'y a pas cette vibration il n'y a pas assez de place pour moi. Au contraire, je suis là, je suis une opportunité et je fais ce que j'ai à faire, en fait. C'est tout simple, c'est aussi simple que ça. Okay. J'ai pas non plus des ambitions peut-être démesurées. Je m'éclate dans ce que je fais et il y a beaucoup de fluidité dans ce que j'apporte. Tu t'es toi-même fait accompagner ou pas dans tes débuts? Et est-ce que tu te fais toujours accompagner par une coach qui fait quasiment la même activité que toi?
Alors, je me suis beaucoup fait accompagner dans le sens où je me suis beaucoup formée. Maintenant, aujourd'hui, actuellement, tout de suite, je me fais pas former, mais c'est en prévision. Aujourd'hui, je fais vraiment attention à mon énergie, à ce que je mets dans ma vie et ce que je peux offrir et donc à la place que je donne à tout ce que je mets en priorité. Donc aujourd'hui, ce n'est pas la période pour me faire accompagner, mais je suis une éternelle étudiante et je suis une éternelle apprenante et me former est une passion et transmettre aussi. Donc aujourd'hui, tout de suite, non, mais demain, j'ai déjà en prévision pas mal de choses que je vais venir consolider en moi Ok. pour pouvoir transmettre un peu plus. Tu fais beaucoup de moments d'introspection, de réflexion sur toi-même, où tu te dis j'ai besoin de ça pour continuer à grandir, j'ai besoin de changer ça dans ma vie. Totalement. En fait, ça devient comme un style de vie. Parce que, en fait, j'ai vraiment conscience que notre plus bel outil, c'est nous-mêmes, c'est notre connexion à nous-mêmes. Et venir l'entretenir, venir se connaître, venir répondre à nos besoins sans culpabilité, c'est quelque chose vraiment qui va créer la différence dans ce qu'on peut proposer. Donc, c'est vraiment un réflexe pour moi de revenir à moi et de Tu le fais naturellement? je le fais naturellement, oui, parce qu'aujourd'hui, j'ai la conscience pour le faire. Ok, ça marche. Tu l'as pas toujours eu, cette conscience-là, notamment dans ton passé quand tu étais opticienne. Tu réfléchissais pas autant à ta vie, au sens que tu lui donnais? Alors, non, pas du tout. En fait, si vraiment aujourd'hui, j'en suis là où j'en suis, c'est-à-dire que forte de mon expérience et de mon envie d'explorer la condition humaine à ce point et à ce niveau, c'est que vraiment j'ai été dans totalement l'inverse. Mmh. Et j'ai été totalement déconnectée de moi-même. Je ne savais pas qui j'étais, je n'avais aucune passion. Et je savais que je savais ce que j'admirais chez les gens. Et ce que j'admirais chez les gens, c'était vraiment cette force d'entreprendre, de créer sa vie sur mesure, de ne pas écouter la précarité, de la traverser et de s'offrir la vie qu'on rêve, en fait. Et ça, je valorisais ça énormément chez les autres. Mais moi, je n'étais pas capable, en fait, de me l'offrir. Et c'est quand j'ai fait le point avec moi-même, après plusieurs limites rencontrées, plusieurs, finalement, baisse de sens, voilà, des épisodes dépressifs ou des choses comme ça, qu'on vient vraiment se questionner sur, bon, qu'est-ce qui se passe en moi? C'est quoi mes schémas? Depuis où j'agis? Et c'est là où, en fait, on vient commencer le travail. T'as l'impression que pour se rendre compte de ça, on est obligé de toucher le fond, d'être au plus bas, ou est-ce qu'on peut en avoir conscience, on peut avoir un déclic sans être forcément au plus bas de sa vie? Je pense que, heureusement qu'on n'est pas obligé d'aller au plus bas de sa vie. C'est qu'on aurait une petite, on va dire, addiction avec le fond. Et ça, c'est possible. Ça fait finalement des entrepreneurs qui font des up and down. Mais on n'est pas du tout obligé. Ça dépend de qui on a été, sur qui on peut se reposer durant toute sa vie. C'est-à-dire que moi, euh, j'ai été une personne qui avait confiance en personne. J'ai dû me former seule et j'ai été ma propre guide. Donc, à partir de ce système de croyance-là, je peux pas me faire accompagner pour la moindre chose. C'est venu bien plus tard. Et j'ai dû attendre pour finalement confronter de grosses limites, pour finalement opter pour l'accompagnement. Mais en soi, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai osé faire euh, ce que peu de personnes font et ne prennent pas le temps de faire, parce qu'on est dans une course effrénée finalement à la réussite, c'est de stopper net tout ce que j'avais en cours, de me poser les bonnes questions, me demander si j'étais fière de moi. Au final, c'était pas le cas, et de partir voyager pour vraiment me connaître hors de mon cadre, hors de ce qu'on m'a proposé, et connaître les vérités qui existaient finalement à l'étranger et qui fonctionnaient bien aussi, et de venir m'approprier celles qui me donnaient du pouvoir ou pas. Mais pour ça, il faut prendre le temps. Pour ça, il faut stopper le TGV. Ça demande énormément de se déstabiliser, en fait, Ouais. pour faire ça. C'est Et difficile, hein, c'est pas facile à faire c'est même. hyper dur. En tout cas, Mm. ça a été hyper dur pour moi. Et lorsque j'ai compris que je pouvais rassembler tout ce que j'ai pu apprendre, j'ai été dans des séminaires et que finalement, il y a beaucoup de choses que j'ai appris sur le terrain qui sont finalement des raccourcis pour ceux qui n'ont pas le temps. Et on peut finalement venir se connecter à ces connaissances, à ces changements de paradigme, à ces puissances d'état d'esprit et de perception, que finalement, c'est ça que je veux faire. C'est finalement apporter ce que j'ai mis du temps à consolider à des personnes pour faire office de raccourci, en fait.
Ok, c'est beau. Et ça nous fait une belle transition. Tu t'as parlé de voyage, de découverte, etc. Pour le séminaire que tu partages aussi. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Alors oui, effectivement, avec moi, on peut travailler de deux façons. Il y a le mentoring qui va être en individuel et j'organise également des retraites spirituelles en Amazonie. Ok, Voilà. Donc en fait, ça fait partie totalement de mon parcours d'éveil, mon parcours d'alignement, où finalement, j'ai rencontré à plusieurs reprises et j'ai entendu parler d'une plante qui s'appelle l'ayahuasca. Sauf que moi, la personne que j'étais à l'époque, quand j'étais en train de finalement euh, m'accorder une nouvelle vie, c'était pas disponible pour moi de partir rencontrer ayahuasca parce que j'avais beaucoup trop peur finalement de perdre le contrôle et de plonger à l'intérieur de moi. C'était quelque chose d'intéressant, mais c'était pas pour moi. Et au fur et à mesure des années où j'ai commencé à cheminer sur mon chemin personnel, sur l'éveil de ma spiritualité, l'ayahuasca est revenu sur ma route. Et là, c'était comme une évidence que ça allait être mon prochain step et que je devais apprendre un petit peu plus sur moi-même grâce à cette plante. ok. C'est une plante que tu manges, que tu sens. Comment ça se passe? C'est quoi? Alors, on précise évidemment aux auditeurs que c'est une plante qui est illégale en France, mais que là où tu le fais, donc en Amazonie, c'est totalement légal et que on peut en consommer de manière libre. En tout cas, et comment ça se passe? C'est quoi les effets aussi de cette plante? Ok. Donc en fait, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une plante à prendre de manière sacrée. C'est-à-dire que vraiment, tout ce qui va être autour de la prise d'ayahuasca va être sacralisé. C'est ce qui s'appelle une cérémonie. Et cette Ok, cérémonie, elle est menée par des chamans. C'est pas du tout récréatif, c'est vraiment à des fonds de réconciliation et de conscience. Voilà, de vraiment de poser la conscience sur qui on est, euh, depuis quel moteur on opère, depuis nos schémas, et savoir vraiment, voilà, avoir beaucoup plus de clarté sur ce qui nous compose en fait. Donc effectivement, donc c'est un thé de plantes, pour répondre à ta question. ouais, Il y a deux plantes, donc il y a l'ayahuasca et la chacruna. ouais. Donc c'est deux plantes qu'on va mélanger et qui vont par leur effet te permettre d'ouvrir un portail, d'ouvrir ta glande pinéale et de plonger à l'intérieur de toi pour te connecter à ton soi supérieur. Donc celui finalement qui est dépourvu de tout ce qui va être ego, vraiment tous les masques qu'on va porter au fur et à mesure de notre vie pour venir se connecter à son essence pure en fait. Ok, et les effets que tu... Donc c'est un thé comme un thé classique, un thé à la menthe, etc. C'est un thé... Non mais bien sûr, avec des effets un peu supérieurs, mais ce que je veux dire, c'est quelque chose que tu bois, du coup c'est liquide, Voilà, exactement. pour bien comprendre et pour que ce soit visuel aussi pour les auditeurs. Et quels effets tu ressens derrière en bu ce thé? Combien de temps ça dure? On est un peu curieux de savoir un peu comment ça se passe. Ok. Donc en fait, les effets de la plante arrivent au bout de 30 minutes, une heure à peu près. Effectivement, là, on sent en fait dans notre corps qu'il y a une présence et qu'on va commencer à, à se sentir différemment de la normale. Ok, Et à ce moment-là, l'idée, c'est vraiment de lâcher prise, d'être en paix, d'être dans l'accueil, de recevoir, etc. Et de se laisser et rentrer en voyage, en fait. Donc, en fait, ça vient modifier ton état de conscience. Ça vient élargir ton état de conscience. Ça vient te mettre en hyper-conscience. Tu ok. viens comme hyper intelligent. Et à ce moment-là, tu as des réponses, tu as des sensations, t'as des choses qui vont t'emmener exactement là où tu as, passé certains accords avec toi-même et tu vis depuis là. Et l'idée, c'est de venir dénouer peut-être le moment où tu as passé des accords qui t'amènent pas là où tu veux vraiment. Génial. Et sur une retraite, donc ça dure 10 jours la retraite Exactement. vous le faites combien de fois? 5 fois. Cinq. Il y a 5 cérémonies et le reste du temps, c'est vraiment de l'intégration. On va venir intégrer par des ateliers expérientiels ou voilà, ou des choses qui te connectent au moment présent ou dans la créativité.
Et l'idée, pourquoi l'Amazonie, c'est oui, d'une part parce que c'est légal là-bas, parce que c'est quelque chose qui est maîtrisé là-bas. Je travaille avec des personnes qui sont vraiment compétentes dans le respect et dans l'humilité. C'est très important parce que c'est très puissant. Et quand c'est très puissant, il y a aussi les dérives parfois qui vont avec. Et donc, c'est très important d'être bien accompagné, de faire confiance aux personnes qui te guident, comme dans la vie. Mm. Donc, c'est pour ça que j'amène directement le groupe directement en Amazonie. Ouais. Et la médecine de l'Amazonie, la médecine du silence, la médecine d'être coupé de ses réseaux sociaux, de couper de toute manière de communiquer avec l'extérieur et de revenir à soi. L'idée, c'est vraiment de prendre un moment pour soi, parce que dans cette vie où finalement on est toujours en train d'accélérer, de produire, de créer, de performer, là, l'idée, c'est de faire le chemin inverse, qui est très rare, c'est plutôt de régresser et de venir se connecter à l'essentiel, mais non pas pour régresser réellement, mais vraiment pour prendre un élan et une dynamique qui va permettre énormément. C'est un séminaire déconnexion totale Voilà. et c'est pas mal en fait. Franchement, ça donne envie. J'avoue que je connaissais pas du tout avant que tu m'en parles juste avant le podcast, mais quelque chose à regarder, en tout cas à creuser. Donc je regarderai ça avec grand plaisir. Si Merci on à revient toi. maintenant sur ton quotidien en tant que coach, c'est quoi? Est-ce que tu mets en place toi des routines au niveau de ton travail, au niveau de toi personnellement? Qu'est-ce que tu mets en place pour avoir des semaines parfaites en termes de business, etc. C'est une très bonne question parce que moi, mon approche se situe vraiment au niveau de l'équilibre. L'idée, c'est de nourrir ses valeurs et d'être équilibré. Parce que quand je dis que j'accompagne les entrepreneurs à vivre leur ambition dans leur respect le plus total, ça enlève toute cette notion de sacrifice, de se brûler, de faire un burn-out, de brûler sa santé, brûler sa famille, brûler voilà, tout son équilibre. L'idée, voilà, c'est vraiment de savoir pourquoi on fait les choses, de choisir l'authenticité et de pas venir dans cette énergie de revanche sur quelque chose, d'être vraiment pur sur son intention de vouloir créer et apporter. Donc pour ça, il y a cette notion d'équilibre. Et cette notion d'équilibre, elle se situe dans le fait de nourrir ses valeurs. Nourrir ses valeurs, c'est nourrir ce qui est important pour soi et pas nourrir sa valeur. Mm. On vient pas là pour prouver ou montrer qu'on Ouais. a de la valeur. Ça, c'est inné, c'est déjà là. Par contre, on vient nourrir ses valeurs. Et ça, c'est très important. Et donc, dans ces valeurs, si on oublie quelque chose, on se sentira pas complet. Et l'idée, c'est de vibrer sa complétude, c'est de se sentir complet. Et pour ça, personnellement, c'est quelque chose que j'impute dans mon quotidien. Ce qui est très important pour moi, c'est d'être équilibré. Équilibré dans tous mes domaines de vie. Donc, il va y avoir un aspect santé. Il va y avoir un aspect où je prends vraiment du temps pour moi dans le moment présent. Ok. Il va y avoir un aspect où je vais accompagner. Il va y avoir un aspect où voilà, je vais kiffer en famille, sortir, Avoir voyager. une soupape de décompression Voilà, aussi. exactement. Ok, ça marche. Et du coup, dans ces routines de vie-là, est-ce que tu as des choses que tu fais tous les jours pour venir travailler sur tes valeurs? Oui. Donc, moi, ce que je fais tous les jours, ça va être le mouvement. Mm. Vraiment, c'est très important pour moi de venir faire circuler l'énergie, de me mettre en mouvement. Donc, ça va être au réveil, où je vais faire une petite routine, par exemple, de yoga articulation. Parce que, en fait, j'ai été la personne qui va pousser ses routines à fond, qui va vouloir faire tout parfait. Quand tu passes de la personne qui, finalement, s'apporte très peu de soins, tu passes à quelqu'un qui est dans le soin extrême et finalement, ça va pas durer. Non, c'est clair, Tu vois? on dure jamais très longtemps, etc. J'avoue que le Exactement. Miracle Morning, moi j'ai Tu testé vois? beaucoup Ouais, de fois et c'est un truc, j'arrive pas parce que on passe de tout à tout. exactement. Tu conseillerais toi de passer progressivement, étape par étape, et d'implémenter dans Exactement. sa vie chacune des habitudes qu'on veut avoir et au final, les unes après les autres? En fait, il faut être déjà OK avec ce qu'on fait et ce qu'on faisait pas avant. Et en fait, tout petit choix mérite d'être valorisé et mérite d'être reconnu. Ça sert à rien d'en faire trop, il faut déjà juste faire. Et en fait, si on vient se cramer, même dans ses routines bien-être, c'est pas bon. Ah, c'est clair, Voilà, parce que ça évidemment. vient manger sur quelque chose d'autre finalement. Donc moi, finalement, au lieu de faire 1 heure de yoga le matin quand je me lève et étirer absolument toutes les parties de mon corps, je vais faire juste une routine articulation. Donc finalement, ça va être un réveil en douceur. Je vais venir me mettre en mobilité, en mouvement. Évidemment, j'aime beaucoup poser des intentions, c'est-à-dire apporter de la conscience dans ce que je fais, dans ce que je veux créer pour moi
aujourd'hui et venir me recentrer dans le moment présent, c'est-à-dire vraiment apporter de la conscience. Donc voilà ça. Ensuite, effectivement, j'aime bien me dire qu'un corps qui fonctionne bien, un esprit qui fonctionne bien, c'est aussi un corps qui a très peu d'inflammation. Et l'oxydation, c'est les peurs, c'est le cortisol, c'est une hormone du stress, c'est ce qu'on vient manger, etc. Donc moi, je commence avec l'idée de vouloir m'apporter beaucoup de choses basifiantes. C'est-à-dire que des choses voilà, qui vont venir alcaniser mon corps. Donc je vais commencer tout simplement avec quelque chose pour moi qui va être le plus simple possible, c'est déjà prendre du citron avec une cuillère de vinaigre de cidre. Ok. Voilà, et rien que ça va venir équilibrer tout ce que je pourrais faire de moins bien dans la journée. Par exemple, au mieux du max, je me fais un jus vert. Alors là, je suis au top, tout simplement pour que ça soit rapide. C'est quoi un jus vert? Le jus vert, c'est un jus qui va être à base de céleri. Ok. Voilà, un jus qui va être à base de céleri, de fenouil, de gingembre, de curcuma et de citron. Et on va mettre le moins de fruits possible. Donc, Ok. moi, je vais mettre le niveau de pomme auquel quand même je prends du plaisir, parce que c'est important. Et quand je vais le boire, je sais déjà que je vais m'apporter beaucoup de nutriments, beaucoup de vitamines, beaucoup de choses à mon fonctionnement. Et en plus de ça, c'est quelque chose qui est très, très alcanisant. Ok. Alcanisant, ça veut dire? L'inverse, c'est anti-inflammatoire. Ok, ça marche. Moi, j'avoue que j'ai pas de connaissances sur ça, sur ces trucs-là. Ouais. Et j'avoue que tous les légumes que tu as cités, je les aime pas. Donc, c'est Ouais. difficile à se forcer et à essayer de boire ça le matin. Mais j'avoue que c'est énorme d'arriver à faire ça, en tout cas. Et toi, c'est quelque chose où tu prends du plaisir quand même à faire, ou tu te forces un petit peu dans l'effet de te dire, pour la journée, ça sera bon, quoi. Ça sera bon pour ma santé. Et c'est plus important ma santé que le goût que ça va avoir. En fait, c'est une très bonne question, parce que la Laurie que j'étais à l'époque te dirait qu'elle se forçait à faire ce qu'il y avait de bon pour elle. Mais encore une fois, il est bon de trouver ce qui est bon pour toi avec l'intention de faire du bien en fait à ton corps. Donc si toi ça sera pas le jus vert, tu verrais que si je te fais le jus vert et que je te mets beaucoup de jus de pomme, tu vas te dire Oui. que ça va le faire en fait. Et après c'est à toi d'enlever. C'est comme si du jour au lendemain je te demande de boire du café sans sucre, parce que tu sais très bien que le sucre c'est pas bon. Ça va être compliqué. Donc l'idée c'est pas de venir te choquer et d'enlever petit à petit pour venir quelque chose d'équilibré, et toujours se rappeler de l'intention. C'est vrai que c'est très très important. Savoir pourquoi on le fait. Donc dans tes accompagnements que tu fais, tu partages ça aussi, de dire finalement c'est important que vous fassiez quelque chose que vous aimez et que ce soit pas trop brutal pour vous, parce qu'il faut apprendre à aimer le changement, etc. Ou alors des fois tu dis il faut passer par là, il faut passer par une étape où on n'aime pas ce truc-là. Et tu vois, moi je suis en train de réfléchir sur des aspects comme ça où j'ai envie de mettre des choses en place dans ma vie, mais il y a des choses que j'aime pas, mais je me dis ça ferait du bien à ton corps, ça ferait du bien à ton esprit, et puis ce serait bien de le cocher là dans la to-do le matin, mais j'aime pas le faire. Qu'est-ce que tu conseilles à des personnes qui sont dans cette situation? Alors effectivement, moi je suis pas pour choquer le système. Je suis vraiment pour trouver le pourquoi on veut le faire déjà, et trouver la dynamique qui va rendre possible ce pourquoi. Et il y a toujours une solution. Quand toi, tu as vu que Y allait à la salle de sport pour avoir ça, finalement, est-ce que tu peux pas avoir le même pourquoi en y en faire un truc que tu kiffes? Par exemple, la danse ou autre, ou faire du roller. Ouais, Mais bien sûr. en fait, on n'est pas obligé de se calibrer à ce que fait l'un. Il faut trouver ce qui marche pour nous. Parce qu'en fait, finalement, tomber amoureux du process, c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire, et c'est ce qui fait que ça va tenir dans le temps. Ouais, et je trouve qu'avec les réseaux sociaux, il y a un esprit un peu pervers où on a envie toujours d'être meilleur, d'être plus fort, d'être plus costaud, etc. Et où finalement on culpabilise énormément, alors qu'il y a des fois déjà ce qu'on fait qui franchement est pas mal pour son corps, et pas mal pour son état d'esprit et pour son niveau de bonheur, quoi. Alors que les réseaux sociaux, ça te pousse à toujours faire plus, toujours vouloir faire plus. Exactement. Et c'est pour ça que la conscience, elle vient changer littéralement, absolument, l'approche de ta vie. Parce que réussir sa vie, c'est quoi? C'est la manière dont on l'appréhende. C'est la manière, en fait, où on n'est pas là pour anticiper les choses. On est là pour les vivre, mais depuis quelle manière? Et c'est vrai que de faire les choses avec un pourquoi, de vous venir se compléter, déjà, la source, elle part du manque.
Alors que si tu viens faire les choses pour kiffer et pour t'apporter quelque chose, on part vraiment de bien-être. Donc, c'est complètement différent. Si tu viens faire parce que tu as envie d'être comme les autres ou tu as envie d'être costaud comme ça parce que toi, tu te considères pas assez, là, déjà, la source, c'est pas la même. Alors que si tu sais que tu es suffisant, tu sais que tu es assez, mais que tu viens le faire pour le chemin, pour kiffer, pour t'apporter de l'énergie, eh ben là, c'est complètement différent. Ok. Et toi, c'est quoi la suite pour toi, en fait, tu disais que t'es toujours en train d'apprendre, etc. C'est quoi la suite pour toi des étapes qui te restent à franchir pour atteindre ton niveau de réussite? Hmm. Alors, mon niveau de réussite, il est souvent recalibré. Évidemment, j'ai mon vision board, je vois où je veux aller. Il y a pas mal de choses. Mais moi, mon niveau de réussite, c'est toujours de revenir sur la reconnaissance de ce que j'ai aujourd'hui et d'avancer petit à petit vers ce que j'ai vu au loin. Et en fait, pour moi, la réussite, c'est déjà d'apprécier ce qu'on a. Et de venir déjà apprécier ce qu'on a pour ajouter des cordes à son arc. Et pas de se dire, en fait, je serai heureuse quand j'aurai ma vision au loin. Mais là, finalement, c'est pas intéressant ce que j'ai. Je vais continuer de façon effrénée à aller vers ma vision au loin. Donc, si tu veux, j'ai déjà la sensation de réussir ma vie aujourd'hui. C'est beau, ouais. Ouais. C'est un bel état d'esprit et au moins ça te permet d'être en gratitude envers toi-même par rapport à ce que tu fais. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là dans les mois, dans les années à venir qui ferait que tu sois encore plus heureuse, on va dire, mais que tu sois toujours épanouie en tout cas de faire ce que tu fais? Alors, moi, je suis vraiment dans mon juste, donc j'aimerais continuer vraiment à accompagner les personnes à vivre leur ambition, à s'offrir le meilleur. C'est vraiment très important pour moi. Et il y aura certainement différents canaux. Moi, ce qu'on pourrait me souhaiter, c'est d'écrire un livre, de faire un podcast, écouter, où j'aurai énormément de transmission, d'avoir voilà, plusieurs conférences à mon actif et voilà, de continuer franchement à rayonner sur ce secteur. Bon, bah c'est top. Écoute, on arrive à la fin du podcast. J'ai 2 dernières questions à te poser. La première, c'est est-ce que tu aurais un conseil? Alors, tu en as donné beaucoup en rapport avec le développement personnel, etc. Mais un conseil à donner à un entrepreneur qui nous écoute aujourd'hui. Un conseil qui, toi, t'a impacté dans tes débuts quand tu t'es lancé en solopreneur. Bah, le conseil que je dirais, c'est crois en toi, crois en ta voix et surtout apprends à faire des choix. Ok, pas mal. Court mais impec. Où est-ce qu'on peut pardon, te retrouver si jamais on veut échanger avec toi et parler de ton coaching ou alors de la retraite spirituelle en Amazonie? Alors moi, j'ai un compte Instagram sur lequel je suis très active. C'est Laurie Story. LAURIE STORYY. Ok, avec 2 Y à la fin, Voilà, super. exactement. Et j'ai un compte aussi pour la retraite qui s'appelle Yuna Métamorphose. Ok, On part là le 25 juin, donc c'est possible qu'à l'heure où vous écoutiez, vous m'écriviez let's go. ouais, Donc c'est à vous de voir. En tout cas, je suis très ouverte à la conversation. N'hésitez pas. génial, super. Merci Laurie, merci pour ton Merci intervention. à toi. J'espère que l'interview vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à partager, à commenter. Et on se retrouve mercredi prochain à 10h pour un nouvel épisode.